Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Nantes pour le Carrefour international du bois 2022. Et avec mes deux invités, nous allons parler d'un sujet qui nous tient tous à cœur, c'est la reconstruction de Notre-Dame. Avec moi pour en parler, Michel Druil, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancien président de France Bois Forêt et aujourd'hui vous êtes le coordinateur pour France Bois Forêt du projet de mécénat pour la reconstruction de Notre-Dame. Merci. À côté de vous, Aymeric Albert, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du département construction bois à l'ONF, c'est ça? Et donc, vous êtes un des acteurs, on va dire, du choix des bois pour la reconstruction de Notre-Dame. Michel Druil, je vais vous demander de refaire un petit peu un historique, parce que c'est toujours important de voir de là où on vient et comment la filière a répondu présente pour la reconstruction de Notre-Dame. Oui, avec plaisir. On va commencer par rappeler une date, le 15 avril 2019. Tout le monde se souvient de ce qui s'est passé le 15 avril 2019, à savoir donc l'incendie à Notre-Dame de Paris. Alors, vous avez peut-être eu l'occasion les uns les autres de voir le film de Jean-Jacques Hano, qui est un film remarquable, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, et qui retrace l'histoire douloureuse de l'incendie, des causes d'ailleurs de l'incendie et également des raisons pour lesquelles cette belle charpente a brûlé. Donc le 15 avril, tout le monde s'en souvient, c'était un lundi soir. Et il se trouve que chez France Bois Forêt, nous avions un conseil d'administration dès le 18 avril, c'était prévu, merci le calendrier. Et dès le 18 avril, la filière s'est totalement mobilisée pour aider l'établissement public qui n'existait pas, mais enfin, en tout cas les architectes en chef des monuments historiques, pour se mettre à leur disposition, pour leur dire, écoutez, on ne sait pas encore comment vous allez faire, mais si vous reconstruisez en bois, on leur a donné quelques raisons de reconstruire en bois, mais si vous reconstruisez en bois, sachez que la filière sera présente et qu'elle offrira à la fois les arbres, merci les propriétaires forestiers publics et privés, et les transformateurs offriront le sillage de ces arbres pour fabriquer les pièces de Notre-Dame de Paris. Alors c'est un énorme chantier parce qu'on a besoin d'à peu près 1000 arbres, mais en fait on en a récolté davantage, mais Aymeric vous en parlera tout à l'heure. Et on a besoin de fabriquer 2300 pièces pour satisfaire les besoins de la première tranche. La première tranche étant la reconstruction de la flèche et du transept de Notre-Dame de Paris, c'est-à-dire l'époque Viollet-le-Duc, voilà, 19e siècle. Et on aura besoin d'un peu moins de bois et d'un peu moins de pièces pour reconstruire le chœur et la nef, mais cette opération ne démarrera, on en parlera aussi tout à l'heure, qu'à l'automne. Donc, j'insiste sur un point, c'est que sans la mobilisation des forestiers et des transformateurs de la filière, eh bien, la France aurait eu un peu de mal, je pense, à reconstruire cette cathédrale en chêne. Et juste pour terminer cette petite, très courte présentation, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le 15 au soir, dans la nuit du 15, le 16, on a entendu des tas de choses parfaitement désagréables sur le bois et sur la forêt française. Et en particulier le fait que, évidemment, si la charpente avait brûlé, c'est parce qu'elle était en bois. On pourrait en parler longtemps, mais c'est pas vrai. Elle a brûlé parce qu'on a mis le feu, tout simplement. Enfin, c'est pas accidentel. C'est accidentel, hein, bien sûr. Et également, on ne peut pas reconstruire en bois parce qu'on n'a pas les chênes, parce qu'on n'a pas la forêt, parce qu'on va détruire la forêt. Parce qu'on ne sait pas faire. Parce qu'on ne sait pas faire. On n'a plus les savoir-faire. Alors là, vous voyez ici, au Carrefour, vous avez l'exemple type du savoir-faire qui reste encore dans nos pays. Et donc, et en plus, on allait raser la forêt française, évidemment. Donc, c'est une motivation supplémentaire qui a fait que le conseil d'administration de France Bois Forêt a vraiment, à l'unanimité et tout à fait spontanément, décidé de dire non, on peut offrir les bois. Sur cet aspect un peu de communication, de se dire que c'est quand même étrange qu'on réagisse comme ça. Ça veut dire qu'on connaît mal, les Français connaissent mal la forêt, connaissent mal et qu'il y aurait peut-être besoin de faire un petit peu de pédagogie sur le sujet?
Alors là, on peut faire une émission. On en fera, mais là, vous avez 30 secondes. Mais simplement pour dire que la forêt française, bon, elle souffre comme toutes les forêts du monde aujourd'hui, un peu avec le réchauffement climatique, mais historiquement, il faut savoir que la forêt française, et encore aujourd'hui, elle est toujours en croissance. Et elle est en croissance à la fois en surface, mais elle est également en croissance au niveau du stock de bois qu'elle contient. Et cette forêt française, elle est en croissance de nouveau depuis le milieu justement du 19e siècle, sachant qu'elle a profondément réduit de volume entre on va dire le début de l'ère chrétienne et le 19e siècle, tout simplement parce que la population augmentant, les gens avaient besoin de davantage de bois pour se chauffer, davantage de bois pour chauffer leurs aliments. Et ça reste encore un énorme besoin dans le monde. Et donc la forêt française, sa surface a été diminuée par 2, de plus de 2. Elle est passée de 38 millions d'hectares à l'an 0 jusqu'à 8,5 millions d'hectares à peu près au milieu du 19e siècle. Et elle est aujourd'hui de 17 millions d'hectares. Alors quand on dit qu'on déforeste, nous, ça nous fait bien rigoler. Mais malheureusement, c'est un Voilà, c'est un vrai commun. sujet. Oui. Quand même, il y a un peu de pédagogie à faire là-dessus. Vous en faites à l'ONF ? Bien sûr, on a un service communication qui passe beaucoup de temps à expliquer. Il faut savoir que les forestiers ne vivent pas, et la forêt ne vit pas dans le même espace-temps que le grand public. Nous, 10 ans, 20 ans, c'est un pas de temps normal où on ne fait rien en forêt, mais ce n'est pas pour autant que la forêt n'est pas gérée et qu'elle est abandonnée. Et ça, il faut arriver à expliquer au public qui a connu une forêt pendant un certain temps et qui va évoluer tous les 5, 10, 15, 20 ans avec des marques dans le paysage qui peuvent changer. Qui peuvent choquer et changer. Et donc, voilà, une grosse communication à mettre en place. Et nous, on a un service dédié au niveau national qui gère tout ça. Alors, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais un jour, on fera même une conférence sur le sujet, si vous voulez. Comment l'ONF s'est inscrit dans ce projet, on va dire, aujourd'hui. Et après, on verra comment vous avez travaillé pour aller chercher les chênes. Alors, l'ONF, c'est le gestionnaire des forêts publiques, donc forêts des collectivités, mais aussi forêts de l'État, les forêts domaniales. Et forcément, on est membre du conseil d'administration de France Bois-Forêt. Et dès les premières décisions, on s'est mobilisé pour savoir comment on allait s'organiser, si le bois était retenu. Et concrètement, pour nous, ça a commencé en janvier 2021, où les architectes en charge de la rénovation nous ont communiqué le cahier des charges, des pièces, des sciages, des poutres à fournir. Et c'est là où, avec un rétro-planning, avec l'objectif d'inaugurer la cathédrale en 2024, le rétro-planning faisant que nous avions un délai très court à partir de janvier 2021 pour trouver les arbres. À part ce délai très court, est-ce que leur cahier des charges vous a surpris? Est-ce qu'il y a des choses où vous vous êtes dit « oulala, ça va être compliqué » ? Alors dans les 2300 pièces attendues pour la rénovation, pour la reconstruction, il y a une 60aine de pièces exceptionnelles par leur taille, par leur forme, par leur dimension. Et sans ces pièces-là, on ne pouvait pas reconstruire la cathédrale. Donc on a commencé par chercher ces pièces-là et on a mobilisé toutes nos équipes sur ces pièces-là, sachant que les architectes ont participé d'ailleurs, en disant si on ne les trouve pas, le projet s'arrête. Voilà. Mais vous étiez persuadé, vous saviez que vous alliez les trouver ou pas? Vous leur avez dit tout de suite ou On savait qu'on les emmenait tout de suite dans la forêt, donc la forêt domaniale de Bercé, qui est à côté du Mans, dans la Sarthe, où on a dit si on doit les trouver, on les trouvera ici. Est-ce que c'est ce qu'on voit à l'image? C'est bien sûr ce qu'on voit à l'image. Donc là, c'est les propriétaires. C'est un film réalisé par France Bois-Forêt qui retrace la collecte des 1200 arbres nécessaires au début de la reconstruction. Et on vous présente donc la forêt domaniale de Bercé, qui est une forêt gérée par l'ONF et de tradition sylvicole française qui a débuté il y a 350 ans sous Louis XIV. On hérite aujourd'hui d'arbres qui datent de plus de 300 ans et qui nous ont permis de pouvoir reconstruire ou donner une chance de reconstruire Notre-Dame en chêne. Rappelez-nous en quelques mots cette tradition sylvicole. Alors, sous Louis XIV, après différentes étapes en termes de guerre, Louis XIV a demandé à Colbert de trouver une solution pour être capable de construire des bateaux qui puissent rivaliser avec l'ennemi anglais. Et donc, Louis XIV a mis en gros une partie des forêts royales sous cloche en disant on aura besoin de ces bois-là pour faire des bateaux, des mâts. Et aujourd'hui, on a mis en place une sylviculture qui nous permet d'avoir des arbres de taille exceptionnelle, plus de 50 mètres de haut, 1 mètre de diamètre, quasiment parfait. Voilà. Et nous, comment on prépare l'avenir par rapport à ça? Alors c'est le rôle de mes collègues au quotidien. On hérite de ce patrimoine, on le gère, c'est ce qu'on appelle la gestion durable des forêts. Et notre rôle, c'est de faire en sorte que nos successeurs, les générations futures, bénéficient d'un même patrimoine. C'est le rôle des forestiers de l'ONF. On revient à Notre-Dame.
Sur la flèche, si j'ai bien compris, on a besoin de bois qui ont une forme particulière. Et c'est ces bois-là que vous êtes allé chercher, là, notamment ce jour où a été filmé ce film. C'est exactement Expliquez-nous. ça. Alors là, vous voyez justement le chargement de ces grands bois. En fait, la flèche, elle repose sur 2 poutres qui sont en diagonale et qui supportent l'ensemble de la flèche, qui font plus de 20 mètres de long, qui sont de taille plus d'1 mètre de diamètre et qui sont légèrement courbées pour suivre la future voûte de Notre-Dame. Et il nous fallait ces pièces-là, donc ces 3 pièces-là, pour arriver à reconstruire toute la flèche. Donc on a cherché 9 arbres pour avoir un taux d'erreur et un taux de perte. Et aujourd'hui, on est satisfait parce que 18 mois après, les arbres ont été exploités, abattus, sciés. Et sur les 9 arbres qu'on cherchait, on en a trouvé 8 qui conviennent. Donc pour nous, on a réussi à trouver des arbres exceptionnels, hein, plus de 20 tonnes, 20 mètres de long, des arbres qui ont 250. Celui-là, je crois qu'il a presque 300 ans. Ben voilà, on va pouvoir faire Notre-Dame grâce aux arbres qui vous sont présentés voilà. là. Et cet arbre-là, qu'on voit en train d'être transporté, il devait avoir des qualités spécifiques, c'est ça, hein, des courbures. Comment vous êtes allé les repérer? Alors on avait le cahier des charges des architectes, la forme de la poutre en 3 dimensions. Et donc on a envoyé nos collègues avec leur expérience de terrain qui ont décelé 15 arbres, on en avait trouvé 15. Et après on a utilisé les nouvelles technologies, on a utilisé un drone, une modélisation 3D de chaque arbre. Et on a vérifié que le profil 3D qui était réalisé permettait que la poutre, le profil de la poutre puisse s'intégrer parfaitement dedans. Exactement. Cette courbure. Donc c'est le savoir-faire du forestier de plusieurs générations successives et les nouvelles technologies avec la modélisation 3D et le drone. Alors, je vous pose une question qu'on n'a pas préparée, mais vous allez peut-être pouvoir m'y répondre. Ce qui me vient tout de suite à l'esprit, vos collègues du 19e siècle, ils ont fait comment pour choisir leurs arbres pour cette flèche? Est-ce qu'il y a une trace? Est-ce qu'il y a un historique? Ils ont fait la même chose que nous. Mais ils n'avaient pas de drone. Ah si, ils avaient des drones. Non. Non, ils ont fait la même chose que nous. Et il faut savoir que la construction de ce type de bâtiment est une tradition, elle n'est pas que française. Je viens de Rome, je vois la même chose. Et donc on a une vieille tradition, de vieux savoir-faire, une énorme expérience. Donc par l'expérience on fait. Ce que dit Émeric, c'est qu'avec les moyens modernes, ça nous permet d'être plus sûrs, de sélectionner plus facilement des arbres, etc. Ce qu'ont fait les charpentiers de Viollet-le-Duc, c'est qu'ils ont fait des essais, ils ont coupé des bois. Si les bois ne convenaient pas, ils en ont coupé d'autres et puis on a continué. Mais je crois qu'aujourd'hui, une des caractéristiques que nous avons, c'est que ce soit les charpentiers du Moyen-Âge qui étaient des génies, que ce soit Viollet-le-Duc qui était un génie, que ce soit nos charpentiers aujourd'hui qui sont aussi des génies d'ailleurs dans la construction, ils avaient un certain nombre de contraintes. Ce qui se passe pour le chantier de Notre-Dame cette fois-ci, c'est que ce niveau de contraintes a augmenté. On doit faire mieux. Alors on doit faire mieux pourquoi? Parce que les ACMH, ils sont allés, d'abord ils avaient une parfaite connaissance de la charpente de Notre-Dame de Paris, fort heureusement. Hein, on travaille d'après, on ne la réinvente pas, on refait la même. Hein, parce qu'on a toutes les données sur la charpente, mais ils sont allés voir aussi les autres cathédrales. Ils ont bien sûr constaté que dans ces charpentes, il y avait des défauts. Hein, il y avait des assemblages qui n'avaient pas tenu, etc. Donc, ils ont dit, on va essayer de faire mieux. Ensuite, aujourd'hui, on a une normalisation. Viollet-le-Duc, il ne savait pas ce que c'était que la normalisation. Nous, oui. Donc, on doit correspondre à un certain nombre de critères. Ça complique toujours les choses. Ensuite, même les architectes aujourd'hui nous parlent d'assurance. Alors, on va assurer Notre-Dame de Paris. Nous, on tombe un peu de l'armoire, mais ça ne fait rien. Et donc, ça veut dire que c'est plus compliqué. Ça veut dire aussi que si on trouve les arbres, aujourd'hui, ça veut dire tout simplement que notre forêt est plus belle que celle du 19e siècle et plus belle que celle du Moyen-Âge. Voilà, c'est plus facile aujourd'hui parce qu'il y a eu ce travail qui a été fait depuis Louis XIV, c'est ça? Exactement, la sylviculture à la française en forêt royale, qui sont devenues les forêts domaniales aujourd'hui. Voilà. Je reviens sur l'aspect norme. C'est-à-dire, en gros, si j'ai bien compris, vous avez aujourd'hui une charpente du Moyen-Âge et une charpente du 19e siècle à reconstruire, mais en respectant les normes d'aujourd'hui. Comment on intègre ce critère? En fait, les sciages, les pièces sont classées selon avec différentes normes de classement. Et donc les architectes, les ACMH nous ont communiqué la norme attendue que les scieurs ont traduit en qualité de grume. Et à partir de là, on avait un cahier des charges. Donc en gros, il fallait des grumes que nous, on appelle de qualité A et de qualité B. Donc des grumes parfaites, droites, droit de fil, donc qu'on poussait parfaitement droit, sans nœud. Et à partir de ce cahier des charges, on a demandé à nos collègues et eux sont partis en forêt les chercher. Voilà.
Sachant que l'établissement public s'est doté d'une assistance à maîtrise d'ouvrage, et ces assistants à maîtrise d'ouvrage qu'on connaît évidemment, enfin en tout cas on a fait leur connaissance, ils vont aujourd'hui dans les séries pour contrôler les pièces, et il y a effectivement quelques pièces qui aujourd'hui ne conviennent pas, qui ont été sciées, qui ne conviennent pas. Qu'à cela ne tienne, on a des grumes en rab grâce aux forestiers, et là aujourd'hui on peut compléter, refaire des pièces qui ne conviennent pas, et donc on est pour aller au bout. Actuellement, nous en sommes à la livraison des sillages aux charpentiers qui ont été choisis par l'établissement public suite à un appel d'offres. Et donc les charpentiers aujourd'hui réceptionnent ces grumes et vont commencer à tailler les bois dès cette année pour monter la nef, enfin le transept pardon, et la flèche. Ils vont commencer par la flèche, commencer à remonter la flèche et le transept dès le printemps de l'année prochaine. Moi, j'aurais rajouté sur le fait qu'on ait une sylviculture à la française depuis 350 ans. Il faut savoir que ces arbres, de toute façon, on les aurait récoltés en 2021. C'est important pour nous. On ne pille pas la forêt pour reconstruire Notre-Dame. Ces arbres, dans notre cas de notre gestion durable, le fait de prendre un patrimoine et de le transmettre, auraient dû être récoltés de toute façon pour laisser la place aux générations futures, aux petits arbres qui font quelques centimètres. Et finalement, c'est un honneur pour les forestiers. Tous les collègues qui ont participé à projet le disent, et on le voit dans les films, voilà, on participe à un projet centenaire, un projet exceptionnel, et en plus on fait notre métier, et on le fait bien, on peut montrer qu'on le fait bien. Donc c'est un vrai honneur de pouvoir donner une deuxième vie à ces arbres dans la charpente. Donnez-nous une échelle aujourd'hui par rapport aux arbres qui ont été abattus pour Notre-Dame, et puis ceux que, dans une gestion normale des forêts, on abat. Alors chaque année en France, toutes forêts confondues, hein, domaniales, publiques, privées, on récolte à peu près 2 millions de chênes par an. Et là, pour Notre-Dame, on va en récolter entre 2000 et 2500 au total. Donc c'est beaucoup moins que ce qu'on récolte, c'est moins d'1%, 0,1% de ce qu'on récolte de toute façon chaque année. Et nous, on va le faire sur 3 ans. Donc c'est vraiment une goutte d'eau dans l'activité de la filière forêt française. Encore une question idiote. Est-ce qu'on connaît le taux de régénération, on va dire, par rapport à ces arbres qui sont coupés? Combien d'autres chênes poussent? Alors à chaque fois que nous, donc vous le verrez dans le film, à chaque fois que nous on récolte un arbre mûr, mature, en fait on en récolte un pour laisser la place à 100 000 individus. Alors qu'ils sont tout petits, hein, on n'en aura pas 100 000 à la fin, mais c'est un peu comme le potager quand vous avez des carottes, vous en plantez beaucoup puis vous les enlevez au fur et à mesure pour avoir les plus belles à la fin. Ben, nous on fait pareil en forêt, sauf que ça nous prend 250 ans. 250 ans pour trouver le beau chêne. Pour trouver le beau chêne pour Notre-Dame. Alors, juste une petite chose, c'est que effectivement ce syndrome de la forêt qu'on coupe, il est très important, il est extrêmement grave, vous allez comprendre, parce que les 2500, 3000 mètres cubes de bois qu'on a coupés pour la flèche et le transept, savez-vous en combien de temps la forêt les régénère? Eh bien, elle les régénère en 2 heures. 2 heures. La chênaie française pousse aujourd'hui de 1500 mètres cubes par heure. Alors évidemment, si Émeric dit qu'il faut 200 ans, comprenez que c'est l'ensemble des arbres de chênes de France qui poussent, tous un petit peu chaque jour. Eh bien, en 1 heure, ils poussent 1500 mètres cubes de chêne. Et pour information, ils poussent 10 500 mètres cubes d'arbres dans la forêt française par heure, si on prend toutes les essences confondues. Ah, très intéressant, je n'avais jamais entendu ces chiffres. J'ai quand même, alors, encore une question sur Notre-Dame et encore une question aussi pour remettre un petit peu les choses à leur place. On a entendu parler séchage, bois vert. Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. Est-ce que c'est des bois ressuyés? Comment dites-nous tout, monsieur Duhil. Ou Émeric. Hein. Merci. Ah oui, le fantasme du bois sec. Pas un seul scieur, pas un seul charpentier n'utilise des poutres en chêne sèche. Ça n'existe pas, tout simplement parce que c'est pratiquement... Enfin, ça finit par sécher le chêne, je vous rassure. Ne serait-ce que celui que vous mettez dans votre cheminée, il finit par sécher. Mais il faut du temps, et il faut beaucoup de temps. Donc, ce que font les charpentiers, et en particulier ceux de Notre-Dame, ils nous ont demandé effectivement de les couper assez tôt, et c'est pour ça qu'on s'est un peu précipité en janvier 2021 pour couper les 1200 arbres dont on avait besoin, parce que ça nous laisse le temps, à la fois en tant que grumes, et une fois qu'ils ont été sciés, de commencer le séchage. En fait, on n'appelle pas ça un séchage, on appelle ça un réessuyage. La difficulté que nous avons quand on fait des assemblages en charpente, c'est qu'on fait des assemblages, et il est bien évident que quand le bois sèche, il y a des retraits qui se font, et donc les architectes
Et les bureaux d'études, construction, savent concevoir des assemblages qui prennent en compte ces retraits. Mais pour reconstruire Notre-Dame, on n'avait pas de problème. Donc les fantasmes que vous avez parfois entendus où il fallait 150 ans pour sécher les bois et les mettre 50 ans dans la saumure, tout ça c'est du pipeau complet. Pourquoi? Parce que les charpentiers du Moyen-Âge, on parle surtout d'eux, quand ils ont construit le chœur d'abord et la nef ensuite, eh bien, ils sont allés prendre des arbres en forêt francilienne essentiellement, et ces arbres, ils les ont découpés à la hache, à la doloire, on dit. Eh bien, il est bien évident que si vous découpez des bois secs à la hache, je vous souhaite bien du plaisir, vous n'y arriverez pas. Donc ils les ont pris, puis ils les ont montés tout de suite, il n'y a pas de problème. Par contre, ce qui était important pour nous dans le calendrier, c'est qu'il y a des saisons où on intervient en forêt, des saisons où on n'intervient pas en forêt. Et quand en janvier 2021, on a eu la commande des architectes, en gros, dans des chaînes de cette qualité-là, on les coupe jusqu'au 15 mars. Parce qu'après, la sève monte et ça rend leur usage très compliqué. Donc on avait 6 semaines pour les trouver, les abattre, les débarder. Et c'était ça qui était compliqué pour nous. C'était ça, c'était petit espace-temps entre la prise de décision et puis le problème de saisonnalité. Ben, on cherchait 1200 chaînes dans les forêts françaises. Donc vous envoyez même plus une aiguille dans une botte de foin là. On a envoyé les collègues chercher les arbres. Heureusement, ils connaissent leur forêt. Vous les connaissez, oui, bien sûr. Vous nous faites croire à l'aiguille dans les de foin, c'est pas vrai. Je veux quand même saluer le travail de l'ONF qui a été remarquable. Sans l'ONF, on n'aurait pas pu reconstruire Notre-Dame, il faut être très clair. Et donc, mais par contre, il faut savoir aussi que tous les propriétaires se sont mobilisés, y compris les propriétaires privés, et qu'on a sensiblement la moitié du bois qui vient de forêt privée, la moitié du bois qui vient de forêt domaniale et communale. Vous avez compris que les pièces exceptionnelles ne peuvent venir que de la forêt domaniale, parce qu'il n'y en a pas en forêt privée. Mais c'est comme ça, parce que les forestiers privés exploitent plus rapidement les bois en moyenne que les forestiers domaniaux. Et donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on a poussé le luxe, si on peut dire, jusqu'à mobiliser toutes les régions de France, sachant qu'en France, le chêne n'est pas uniformément réparti. Il y a des régions qui sont très riches en chêne et d'autres beaucoup moins. On a même trouvé des chênes en PACA, pour tout vous dire. Donc, ça, faut le faire. Au final, c'est 202 propriétaires privés qui participent à cette première phase, 70 communes ou collectivités territoriales et 37 forêts domaniales. Et sur l'ensemble des régions françaises. Quand vous dites première phase, c'est la phase Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc. La deuxième phase, elle va simplement, cette phase, pour la compléter, cette phase Viollet-le-Duc, on a les arbres, c'était le point crucial évidemment, c'est le point le plus important, il fallait la matière, hein, comme partout. Et ensuite, on a les scieries qui, elles, ont fonctionné. On a mobilisé à peu près 45 scieries qui est un peu partout, alors plutôt dans la région nord, mais jusqu'en Charente, Dordogne, j'étais avec M. Delorière, ont scié ces bois-là, et maintenant ces bois-là vont être rassemblés sur un seul stock, on va dire en région parisienne, parce qu'on ne dit pas où il est, et ce stock, c'est sur ce stock à partir de ce stock que les charpentiers vont maintenant prélever les bois. Évidemment, ils sont tous identifiés, ils ont tous la traçabilité, on sait exactement de quelle forêt ils viennent. Enfin, on connaît tout de ces bois-là. Tout le travail qui a été fait. Voilà. De toute façon, c'est quelque chose qu'on veut transmettre. Quoi Absolument. Et on aura on pourra lire dans la charpente à livre ouvert pour les futures générations, quoi. La deuxième phase va débuter quand? Et puis ce sera votre mot de la fin. On attend une petite conclusion éventuellement. On attend le cahier des charges de la part de l'établissement public et des architectes. On devrait l'avoir au mois de juin. Et pour nous, ça commence septembre. Encore 600, 700 arbres à trouver avec des formes et des provenances très particulières. Donc les forestiers sont prêts et on attend la commande. Donc là, c'est pour les charpentes Moyen-Âge, hein? C'est pour la charpente médiévale. Ces formes particulières, ce sera quoi? Vous avez déjà, j'imagine, une petite idée? C'est des plus petits bois. Pas mûr, mais on va dire à mi-âge, à une centaine d'années, mais par contre avec des provenances très précises, donc l'enjeu va être assez important encore pour les forestiers. Enfin, alors, autant la première phase c'était sur la totalité de la France, là on va probablement sélectionner une, peut-être 2 régions françaises, et donc ça va augmenter la pression sur ces régions, mais c'est pas grave. On va y arriver. Bien sûr. Accessoirement, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez aller voir l'exposition de Notre-Dame de Paris qui se trouve sous le Grand Palais, donc au niveau -2 à peu près. Enfin, on descend des escaliers, puis on finit par y arriver, puis on la voit. Il y a la maquette qui a été fabriquée par les compagnons du Tour de France, les compagnons du devoir. Donc vous avez là exactement la reproduction de Notre-Dame de Paris à l'échelle, et parfaitement exacte,
à l'échelle et c'est ce que les architectes et les charpentiers d'aujourd'hui vont reconstruire. Alors évidemment, on ne se rend pas bien compte parce que c'est à l'échelle 1/10 donc, ou 1/20, je ne sais plus maintenant. Mais donc ça fait des petits bois. Mais c'est la charpente de Notre-Dame, en dehors des pièces exceptionnelles dont tu as parlé pour la flèche, dont tu as parlé Aymeric, la charpente de Notre-Dame, c'est fait avec des petits bouts de bois, quoi, globalement. Pour nous transformateurs, c'est des petits bouts de bois. C'est pas intéressant finalement. Si. En conclusion, les collègues se sont énormément investis sur le sujet, mais de façon spontanée, et ils sont très honorés d'avoir participé à ça. Et surtout, ils ont pu voir l'engouement qu'il y avait autour de ce projet. Les gens venaient voir en forêt où ont été pris les arbres pour Notre-Dame. Forêt domaniale de Bercé, les gens demandent, pouvez-nous montrer la souche de l'arbre de Notre-Dame? Donc il y a même des endroits où on a mis des plaques pour dire, là c'est l'arbre numéro 8 choisi par les ministres en mars 2021. Donc voilà, le projet continue. Le projet continue, il y a une demande et en plus il y a une demande du public pour voir ce qui se passe. Bien sûr. Donc ça c'est intéressant justement pour le rapport public-forêt. Le mot de la fin, s'il vous plaît. Le mot de la fin, c'est qu'en avril 2024, vous pourrez revoir, vous ne la verrez pas, mais vous pourrez voir la charpente, pas la charpente, mais la couverture de Notre-Dame de Paris qui sera refaite. Donc on pourra de nouveau aller sur les quais de la Seine et rêver de ce beau bâtiment. Voilà, mais je pense qu'il y aura plein de films qui seront réalisés sur cette belle charpente. Les films qu'on a vus là, on peut les voir où? Sur le site de France Bois Forêt. Sur le site YouTube de France Bois Forêt, vous les avez. Il y en a déjà 2 sur la première phase de recherche, sur la phase de transport et de transformation. Et puis il y en a un 3e qui durera une 30aine de minutes, un long métrage, qui retracera toute l'histoire, plus la mise en avant des forestiers et de leur sylviculture. Eh bien, écoutez, messieurs, merci d'être venus sur le plateau de Batijournal TV pour nous parler de ce magnifique projet. Une émission donc à retrouver comme toutes celles que nous tournons ici au Carrefour International du Bois sur notre site internet Batijournal TV, sur le site de nos partenaires que sont le Carrefour International du Bois et France Bois Forêt. Merci à vous. Merci à vous.